Nous allons à présent nous intéresser à une synthèse ou à un petit résumé d'un certain nombre de leçons d'histoire. Et nous allons intituler ce résumé comme suit: de la Seconde Guerre mondiale aux décolonisations, le basculement du monde. De la Seconde Guerre mondiale aux décolonisations, le basculement du monde. Nous allons d'abord rappeler aux apprenants que la Seconde Guerre mondiale a été une période cruciale, charnière dans l'évolution du monde. C'est pourquoi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plusieurs événements dans les relations internationales. En termes clairs, on peut dire que la Seconde Guerre mondiale a entraîné ce qu'on appelle une restructuration du monde, une réorganisation du monde. Comme vous le savez si bien, du point de vue de son bilan humain, matériel, financier et politique, la Seconde Guerre mondiale a occasionné des dégâts énormes. Du point de vue des pertes en vies humaines, avec le développement de l'armement, le nombre de pays impliqués dans le conflit, la durée de ce conflit-là, les historiens font état de plus de 50 à 60 millions de morts. Pour dire tout simplement que c'est un conflit qui a été meurtrier. Et cela s'explique tout simplement par le fait que l'armement a été amélioré, le nombre de pays impliqués dans le conflit était nombreux, le conflit a été long, sans compter aussi le génocide juif avec la Shoah ou l'Holocauste. Du point de vue financier, l'argent étant le nerf de la guerre, un conflit se gagne avec des moyens. C'est pourquoi les belligérants n'ont pas lésiné sur les moyens. Des dépenses considérables ont été faites dans le cadre de ce conflit-là. Des villes entières ont été détruites. Des pays ont perdu un pourcentage élevé de leur potentiel industriel. Des peuples ont été exterminés. Des personnes ont été séparées de leur terroir ou de leur territoire d'origine. C'est pourquoi, du point de vue moral, la guerre a montré à quel point l'homme était capable d'aller pour satisfaire ses besoins politiques, économiques, financiers, etc. Du point de vue politique, la Seconde Guerre mondiale a entraîné ce qu'on appelle une réorganisation du monde, puisque l'Europe, qui pendant longtemps était le centre du monde, allait perdre sa position au profit des États-Unis d'Amérique et de l'URSS, qui allaient devenir les deux superpuissances du monde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi, pour tenter de résoudre ce conflit et instaurer un monde de paix et de prospérité, les Alliés ont organisé ce qu'on appelle des rencontres tripartites. D'abord à Téhéran en 1943, qui était une rencontre beaucoup plus militaire que politique, à Yalta, à Potsdam et à San Francisco, où des décisions majeures ont été prises, soit pour fixer le sort de l'Allemagne, soit pour créer ce qu'on appelle des commissions de réparation, soit pour mettre en place une institution internationale qui sera chargée de garantir la paix et la sécurité mondiale. Et c'est dans ce contexte que l'ONU sera créée à San Francisco le 26 juin 1945. Avant même la fin de ces rencontres tripartites, il y a eu une méfiance réciproque qui allait s'installer entre les alliés américains, soviétiques et britanniques, au nom des intérêts propres à leur pays, allaient vouloir dominer le monde, ce qui va créer ce qu'on appelle des tensions entre les vainqueurs
de cette guerre-là. C'est pourquoi donc, les signes avant-coureurs de la bipolarisation du monde, les cours avant-coureurs de la naissance des blocs étaient visibles à Yalta et surtout à Potsdam, puisque c'est la conférence de Potsdam qui allait marquer la rupture de l'alliance anglo-américano-soviétique. Ce qui fait que 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde allait connaître ce qu'on appelle la bipolarisation. Les Américains considéraient les Soviétiques comme étant un camp impérialiste, un camp qui ne respectait pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les Soviétiques considéraient à leur tour les Américains comme étant un camp impérialiste, un camp qui avait des velléités expansionnistes. Américains et Soviétiques étaient donc obnubilés par la volonté de répandre leur système, leur idéologie. Les Américains considéraient que le système capitaliste était le système à même de valoriser l'homme, de changer le monde et de construire un monde de prospérité et de paix. Les Soviétiques, à leur tour, considéraient que le système communiste était un système qui mettait l'homme devant. C'était un système qui aspirait à instaurer un monde égalitaire, un monde où les hommes ne seront pas traités de manière inégalitaire. Donc c'est un conflit entre deux systèmes, un conflit entre deux idéologies, un conflit entre des conceptions du monde et de la politique différentes. Pour les communistes, le monde se fera et doit se faire avec le socialisme. Pour les Américains, le monde ne se fera pas sans les capitalistes. Chacun considérait donc son système comme étant un système universel. Chacun voyait en l'autre comme étant une menace pour la survie de son système. Étant donné que l'enjeu principal dans cette confrontation, c'est le contrôle du monde, chaque camp, chaque bloc va tenter d'éliminer l'autre en posant ou en mettant en place des stratégies allant dans ce sens. C'est pourquoi, entre 1947 et 1953, nous verrons qu'il y a ce qu'on appelle une phase de formation des blocs. Sur le plan idéologique, avec la doctrine Truman pour les États-Unis, la doctrine Zhidanov pour les Soviétiques. Sur le plan économique, nous verrons que les Américains allaient proposer ce qu'on appelle le plan Marshall pour endiguer l'expansion du communisme. Les Soviétiques, à leur tour, vont réagir en mettant en place ce qu'on appelle le Conseil d'assistance économique et mutuelle. Sur le plan militaire, les Américains vont signer l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord avec leurs alliés. Et ils vont signer plusieurs accords militaires dans les autres parties du monde, dans l'Océanie, au Moyen-Orient, en Europe. L'objectif étant d'encercler le monde militairement. Les Soviétiques n'allaient pas croiser les bras. Eux aussi, ils vont travailler pour mettre en place une organisation militaire qui allait défendre les intérêts soviétiques dans le monde. C'est dans ce contexte qu'ils vont créer le pacte de Varsovie. Donc de 1945 à 1953, ou si vous voulez de 1947 à 1953, il y a ce qu'on appelle une phase de formation des blocs. Et on dira tout simplement que durant cette période, c'est la logique de confrontation idéologique qui va prendre le dessus sur la logique de négociation. Sans compter aussi, c'est l'époque où il y a eu plusieurs conflits localisés dans le monde. En Asie, avec la guerre civile en Chine, qui a opposé les communistes dirigés par Mao Zedong et les nationalistes dirigés par Chiang Kai-shek. En Indochine, où il y a eu la guerre de décolonisation au début, qui va se transformer en une guerre évidemment qui sera inscrite dans le cadre de la guerre froide. La guerre de Corée de 1950 à 1953, qui va opposer la Corée du Nord soviétique à la Corée du Sud capitaliste. En Asie, des conflits localisés aussi allaient éclater en Europe. La guerre civile en Grèce, le coup de Prague et le blocus de Berlin, appelé la première crise de Berlin, qui allait diviser l'Allemagne en deux parties, la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique d'Allemagne. Donc la période
Alors, de 1947 à 1953, c'est la logique de confrontation qui allait prendre le dessus sur la logique de négociation. Mais à partir de 1953, il y a eu des événements qui vont se passer dans le monde qui allaient entraîner un apaisement dans les relations internationales. Puisqu'en 1953, Staline est mort, Truman est écarté de la scène politique. Et il y a eu l'arrivée de deux chefs d'État, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. À l'Est, Staline est remplacé par Khrouchtchev, à l'Ouest, Truman est remplacé par le général Dwight David Eisenhower. L'arrivée de ces deux hommes-là allait entraîner un changement de politique étrangère et par conséquent un apaisement dans les relations Est-Ouest. C'est pourquoi, à partir de 1953, nous allons entrer dans ce qu'on appelle une phase de coexistence pacifique. Une coexistence pacifique favorisée par les changements d'hommes, favorisée par la course aux armements et la conquête de l'espace, favorisée également par la naissance du tiers-monde à Bandung en 1955 et favorisée enfin par ce qu'on appelle, comment dirais-je, la course aux armements, puisque les deux blocs allaient se doter d'armes stratégiques, les deux blocs allaient se doter d'armes atomiques et de la bombe à hydrogène. Étant donné que chacun était en mesure d'anéantir l'autre, ils étaient obligés d'entrer dans ce qu'on appelle une phase de coexistence pacifique. Cette coexistence pacifique donc va durer de 1953 et elle va prendre fin en 1961 avec la deuxième crise de Berlin, marquée par la construction du mur de Berlin en 1961. Donc, de 1961 à 1962, on peut appeler cette phase les limites de la coexistence pacifique. Pourquoi la coexistence pacifique a connu des limites? Parce qu'il y a eu le déclenchement de deux crises. La crise de Berlin, qui s'est soldée par la construction d'un mur en 1961, qui va séparer les deux parties de Berlin jusqu'en 1989. Et en 1962, il y a eu la crise des fusils de Cuba, qui a failli mener le monde à une troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé à Berlin en 1961? Berlin-Est était une zone d'occupation soviétique et Berlin-Ouest une zone d'occupation occidentale. Berlin-Ouest étant plus développé que Berlin-Est, les habitants de Berlin-Est avaient commencé à émigrer pour aller vers Berlin-Ouest. Les soviétiques ont considéré cela comme étant une politique américaine occidentale visant à dépeupler ou appauvrir Berlin-Est au profit de Berlin-Ouest. Pour empêcher le déplacement des Berlinois de l'Est vers l'Ouest, un mur sera érigé en 1961, appelé le mur de la honte, qui va symboliser ce que Winston Churchill avait appelé le rideau de fer en 1946. La chute de ce mur de Berlin en 1989 va marquer tout naturellement la fin de la guerre froide. En 1962, il y a eu une crise à Cuba. Cuba est un pays qui est situé, qui est à côté des États-Unis d'Amérique, notamment à côté de la Floride. Quand Fidel Castro a pris le pouvoir, il s'est rapproché du bloc soviétique. La prise du pouvoir par Castro, qui est communiste, devenait une menace pour les intérêts des États-Unis dans le continent américain. Les États-Unis d'Amérique ont tenté de renverser Castro en organisant un débarquement à la baie des Cochons, mais un débarquement qui sera un échec. Pour protéger donc ses alliés à Cuba, pour protéger les intérêts communistes dans le continent américain, les soviétiques ont décidé d'installer secrètement des missiles à Cuba orientés vers les États-Unis d'Amérique. Mais malheureusement pour eux, l'installation de ces missiles-là, il y a des avions espions américains qu'on appelle les U-2 qui allaient repérer l'installation de ces missiles à Cuba. Informé de l'installation de ces missiles à Cuba, le président américain de l'époque, John Fitzgerald Kennedy, a instauré un blocus maritime et a menacé d'utiliser l'arme nucléaire contre Cuba. Il a fallu l'intervention de l'ONU, il a fallu des tractations, des négociations entre soviétiques et américains
pour que les missiles soviétiques soient démantelés à Cuba. Et cette crise a failli entraîner ce qu'on appelle une guerre nucléaire. Donc, de 1961 à 1962, c'est les limites de la coexistence pacifique. À partir de 1963, le bras de fer psychologique créé par la crise des fusées de Cuba allait mener le monde vers ce qu'on appelle la détente. Puisqu'à partir de 1963, il y a eu l'installation d'un téléphone rouge entre Cuba, entre, la Maison Blanche et le Kremlin. Et plusieurs accords seront signés entre Américains et Soviétiques. Il y a les accords sur la pacification de l'espace, les accords sur la non-nucléarisation des fonds marins, des accords sur la non-prolifération des armes nucléaires. Il y a aussi, si vous voulez, ce qu'on appelle les accords SALT I pour limiter les armes stratégiques. Donc de 1963 à 1975, le monde est entré dans ce qu'on appelle la détente. À partir de 1975, il y a une reprise de la tension Est-Ouest à travers la guerre fraîche. Deux événements montrent que nous sommes dans la guerre fraîche. Il s'agit tout simplement de la crise des euromissiles, mais aussi de l'invasion soviétique en Afghanistan. À partir de 1985, donc, avec l'arrivée de Mikhail Gorbatchev au pouvoir, mais aussi avec les tensions de trésorerie rencontrées par les États-Unis d'Amérique, la crise financière et sociale dans ce pays-là allait pousser les deux grands à se rapprocher davantage. Puisqu'à l'Est, Gorbatchev va initier les réformes à travers la perestroïka et le glasnost. Conscient donc que le monde était interdépendant, conscient qu'une crise allait mener tout simplement ces deux grands vers la ruine, les deux pays allaient décider de signer ce qu'on appelle des accords sur le désarmement nucléaire à Washington en 1987. La chute du mur de Berlin en 1989, la réunification de l'Allemagne en 1990, l'élimination de tout ce qui symbolisait la guerre froide allait marquer tout simplement la fin de la bipolarisation et la naissance d'un monde multipolaire. Au total, si on devait retenir ou si on devait bien comprendre la guerre froide, il faut l'étudier à travers les phases suivantes. 1947-1953, la phase de la formation des blocs. 1953-1962, la coexistence pacifique. 1961-1962, les limites de la coexistence pacifique. 1963-1975, la détente. 1975-1985, la guerre fraîche. 1985-1989, une haute détente qui va marquer la chute du mur de Berlin. Et 1989 à 1991, le monde devient multipolaire et non bipolaire.